Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur l'électronique de puissance. On va parler dans cette vidéo du hacheur. Alors l'objectif c'est de présenter et de décrire le fonctionnement du hacheur et puis on va essayer de donner quelques éléments de calcul. Donc, les prérequis pour suivre correctement cette vidéo, c'est de bien maîtriser l'électronique en régime instantané et puis voilà, de maîtriser un petit peu ce que c'est que le concept d'électronique de puissance. Alors le hacheur c'est un convertisseur de type DC-DC. Donc l'objectif est de transformer une énergie électrique sous forme continue vers une autre forme continue. Donc voilà, on va essayer de transformer quelques caractéristiques, euh, modifier quelques caractéristiques de l'énergie électrique sous forme continue, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. L'application principale de ce genre de convertisseur, c'est la variation de vitesse des moteurs. C'est là où on retrouve principalement ce type d'installation. Donc ici, vous voyez qu'il y a le réseau EDF ou des batteries, et nous, on va avoir besoin d'un variateur. Alors ici, euh, on va considérer que notre source d'alimentation est un réseau continu ou des batteries. Donc notre variateur ici, ça sera donc bien un hacheur. Voilà. Et l'objectif, c'est donc de connecter à ce variateur, à cet hacheur, un moteur pour lequel on souhaiterait faire varier la vitesse. Et pour ça, eh bien, il faut modifier les caractéristiques électriques des signaux qui alimentent le moteur. En particulier, en général, on s'intéresse à la variation de la tension d'alimentation du moteur. Alors, je vais vous présenter deux types de hacheurs différents. Donc, le hacheur série, pour commencer. Alors, le hacheur série, alors on l'appelle aussi le hacheur un cadran. Alors, c'est voilà à quoi ça ressemble. C'est le hacheur le plus simple qu'on peut imaginer, hein. Donc, on a une source de tension. On souhaite alimenter une source de courant. Alors ici, la source de courant, ça pourrait être notre moteur, hein. Je vous rappelle que dans le modèle électrique de l'induit d'un moteur à courant continu, on a une inductance en série, ce qui veut dire que le courant est lissé et qu'on peut, du point de vue de l'électronique de puissance, assimiler notre moteur à courant continu, notre machine à courant continu, comme une source de courant. Voilà, donc ici, on a donc la tension d'alimentation constante. Donc le U ici est bien une grandeur qui ne variera pas. Un transistor, une diode. Donc la diode ici, pour rappel, hein, elle sert à ce qu'on appelle la phase de roue libre. Donc je l'avais expliqué dans la vidéo sur l'électronique de puissance. Donc notre moteur ici, qui est une source de courant, lorsque le transistor est ouvert, le courant I doit circuler. On doit mettre la source de courant en court-circuit lorsque les deux sources ne sont pas connectées ensemble. Et donc cette diode ici, eh bien, elle va permettre au courant de circuler sur lui-même dans la source de courant et d'imposer, lorsque la diode donc est passante, d'imposer une tension nulle aux bornes de la charge, aux bornes ici de la source de courant. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la diode de roue libre. Elle sert à laisser circuler le courant ici dans le système. Donc je vous le dis tout de suite, pourquoi on parle de hacheur encadrant? En fait, c'est parce que la tension et le courant au niveau de la charge sont tous les deux unidirectionnels. Ça veut dire qu'ils ne peuvent avoir qu'un seul signe possible. Alors ici, donc on a vu que le courant ne pouvait être que positif à cause de la diode. Et lorsque le transistor est fermé, eh bien la tension, elle est imposée par la tension d'alimentation U, puisqu'on va avoir U égale Vs. Et donc on n'a qu'un seul signe possible pour la tension Vs et qu'un seul signe possible pour le courant I. Et donc dans ce cas-là, on parle de hacheur encadrant, puisque dans les quatre cadrans de fonctionnement, le point de fonctionnement ne va se déplacer que dans un seul cadran. Donc je vais préciser maintenant un petit peu tout ça. Donc pour la commande du transistor, donc on va avoir une commande de ce type-là. Donc ici, donc le temps, hein, l'état du transistor. Voilà. Donc dans un premier temps, il va être fermé. Voilà, sur une durée. Alors ici, on va prendre une durée dit alpha t. Et ici, grand T, la période de découpage. Et on recommence. On fait quelque chose de cyclique. Voilà. Donc ça, c'est fermé. Et en bas, c'est ouvert.
Donc le transistor est fermé pendant une durée de alpha t, le transistor est ouvert sur une durée de alpha t à grand T, et on recommence comme ça de manière cyclique. Ici, on a bien deux fois la période de découpage. Donc pour rappel, alpha, on appelle ça donc le rapport cyclique. Donc première phase de fonctionnement, le transistor est fermé. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque le transistor est fermé? Donc on va appliquer pour ça donc une loi d'émail qui va passer par U, le transistor et Vs. Donc la tension aux bornes du transistor, considérée parfait ici, va être nulle. Donc on va se retrouver avec Vs égale grand U. Donc la tension aux bornes de la diode, elle, qui est dans ce sens, va être négative, donc la diode est bien bloquée. Lorsque le transistor est ouvert, cette fois, donc c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le courant ne peut pas s'annuler puisqu'il est imposé par la source de courant. Le transistor est ouvert. On va avoir l'obligation d'avoir une diode qui va être passante. Et donc la tension en bande de la diode va être nulle, et donc Vs va être égal à 0 volts. Donc ça va nous donner quoi? Eh bien ça va nous donner une tension Vs en sortie, qui va ressembler donc à ça, qui va ressembler à la loi de commande, mais c'est pas comme ça forcément à chaque fois. Donc ici alpha t et ici t, et ici ça va être la valeur grand U. Alors évidemment, sur une courbe comme celle-ci, ce qui nous intéresse, ça va être de calculer la valeur moyenne de Vs, et là on va trouver alpha fois grand U. Donc ici, ce qu'on voit, et c'est ce qui est intéressant avec ce hacheur, c'est que nous, on peut modifier alpha, c'est-à-dire qu'on a le moyen, on a la possibilité, électroniquement avec la commande, de faire varier cet instant-là dans la période de découpage, donc de régler en fait la période, la durée pendant laquelle l'interrupteur, le transistor est fermé, et donc de faire varier aussi la durée pendant laquelle le transistor est ouvert. Et en fait, ça va nous permettre, le fait de faire varier alpha, ça va nous permettre de modifier la valeur moyenne de la tension d'alimentation de notre charge ici, qui est la source de courant, et donc eh bien, de faire varier la caractéristique électrique de la tension subie par la charge. Donc si on remplace cette source de courant par un moteur à courant continu, une machine à courant continu, eh bien on se rend compte qu'on va pouvoir faire varier sa tension d'alimentation entre 0 volts et grand U, la tension maximum. Voilà, donc on voit ici qu'on a un moyen de réglage, ce qui n'était pas du tout le cas dans ma vidéo précédente sur le redressement. Dans le redressement, on ne pouvait rien régler puisque c'était le réseau, la tension du réseau qui décidait de la conduction des diodes, et un peu la charge aussi, mais voilà, nous on n'avait pas de moyen de réglage. Voilà, je vous rappelle juste que je n'ai abordé que le redressement non commandé. Il existe la possibilité dans le redressement de remplacer les diodes par des thyristors et d'avoir le moyen de régler en quelque sorte la tension moyenne de sortie de notre redresseur. Voilà, je ne l'ai pas abordé dans la vidéo précédente, mais dans le redressement, il est possible d'avoir un réglage aussi. On va passer au hacheur 4 cadrans. Donc le hacheur 4 cadrans, comme on peut le supposer, donc va avoir un point de fonctionnement qui peut se balader sur les 4 cadrans de fonctionnement. Voilà, donc je vous rajoute ici le montage d'un hacheur 4 cadrans. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir avoir Vs qui va pouvoir être positif et négatif, et le courant I dans la charge va lui aussi pouvoir être positif et négatif. C'est-à-dire que si notre source de courant peut imposer un courant négatif, ce montage-là va permettre la circulation de ce courant négatif dans la charge, positif et négatif. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un hacheur 4 cadrans, puisque la tension peut aller dans les deux sens, le courant peut aller dans les deux sens, donc on a bien un point de fonctionnement qui se balade dans les 4 cadrans de fonctionnement, donc on appelle ça le hacheur 4 cadrans. Dans la littérature, on peut aussi appeler ça un pont en H. Voilà la raison pour laquelle on appelle ça un pont en H, c'est puisque vous avez ici deux bras verticaux qui constituent ce qu'on appelle des bras d'onduleur. Même si ici c'est un hacheur, mais on appelle ça des bras d'onduleur. Donc vous avez un bras ici qui sont à la verticale, et entre les deux la charge.
et voilà, ça forme un H, et donc on appelle ça un pont en H. La commande des transistors sur ce type de hasher, donc on va fonctionner par paire. Donc le transistor T1 et T4 vont fonctionner de paire, et les transistors T2, T3 vont aussi fonctionner de paire. Donc ce qu'on va faire dans une commande, on va dire classique, il existe d'autres commandes, mais ici je vais vous présenter une commande dit bipolaire, juste bipolaire. Donc ici on va avoir T1 et T4 fermés sur 0 alpha T. Voilà. Et puis T2 et T3 vont être fermés sur alpha T, T. Alors au passage, il y a bien une petite erreur ici, c'est bien D1. Donc on va commencer par l'intervalle qui va de 0 à alpha T. Donc sur cet intervalle, le transistor T1 et le transistor T4 sont fermés. Donc, ce qui veut dire que la tension UT1 va être nulle. Et obligatoirement, la tension UD1 va être nulle aussi. Donc le courant qui est imposé par la charge ici va pouvoir soit circuler par le transistor pour aller dans la charge, soit circuler de la charge, dans ce sens-là, vers la diode. Donc le courant circule soit par T1, soit par D1, en fonction du sens imposé par la charge. Donc si le courant I est positif, c'est par T1. Si le courant I est négatif ici, c'est bien par D1 qu'il va circuler. Mais quoi qu'il arrive, la tension aux bornes de ces deux éléments est nulle. Donc dans ma loi d'émail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par Vs, puisque nous, on veut déterminer Vs, et puis tant qu'à faire, on va passer par des éléments où leur tension est nulle. Donc je vais passer par Vs, je vais passer par les éléments 4, la source d'alimentation ici, et les éléments 1. Et donc à partir de là, si on écrit la loi d'émail, eh bien on va se retrouver avec Vs égale grand U. Sur le deuxième intervalle, cette fois, donc on est de alpha t à grand T. Ce qui va se passer, c'est que c'est exactement identique, sauf que cette fois-ci, ce sont les transistors T3 et T2 qui sont bleus, qui sont fermés. Et donc c'est la tension à ces bornes, aux bornes de ces éléments qui va être nulle. Donc si on essaye de refaire une loi d'émail, donc encore une fois, je veux passer par Vs, je vais être obligé de passer par les éléments 3 ici, par la tension U qui est ici, de remonter ici, par les éléments 2. Et si on écrit la loi d'émail, on va trouver que Vs égale à moins U. Donc là, on voit que Vs va bien pouvoir être positif et négatif. Donc ici, on va pouvoir tracer la forme d'onde de la tension Vs. Donc 0 ici, le temps. Je vais mettre ici un rapport cyclique alpha t avec ici un grand T. Donc on a dit que de 0 alpha t, Vs valait grand U. Et que de alpha t à t, eh bien Vs, il vaut moins grand U. Donc c'est à peu près par ici. Et donc on va avoir une forme d'onde, un signal en sortie, qui va ressembler à ça. Donc évidemment, on va essayer de calculer la même caractéristique que tout à l'heure, la valeur moyenne de Vs. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on reprend le calcul intégral. Je ne fais pas le calcul, vous pouvez le faire par vous-même. Mais vous allez trouver U facteur de 2 alpha moins 1. Donc on a obtenu un résultat ici. Alors moi ce que j'aime toujours faire un petit peu quand on obtient une expression de ce type-là, c'est d'essayer de vérifier un peu notre calcul par l'exemple. Voilà, essayer de torturer un peu ça, voir si ça tient la route. Donc la première idée, ce serait de tester les valeurs de alpha. Donc on peut tester par exemple le 0, le 1,5 et le 1. Donc avec 0, si alpha vaut 0, ça veut dire que je trouve que la valeur moyenne vaut moins U. Et alors graphiquement, est-ce que moi ça me semble cohérent de faire ça? Donc si alpha vaut 0, ça veut dire que cet instant-là se trouve tout à gauche. Et donc lorsqu'il se trouve ici, eh bien notre signal est à moins U en continu sur toute la période. Et donc la valeur moyenne de ça, c'est bien moins U. Donc c'est voilà, on a déjà un premier point qui fonctionne. Avec alpha égale à 1, donc on trouve ici 2 moins 1, ça fait 1. Donc on retrouve la valeur moyenne de Vs qui vaut grand U. Et donc ici, si alpha vaut 1, ça veut dire que cet instant-là vient à la fin ici. Et donc on a un signal qui vaut grand U en permanence. Bon, ça a l'air de coller.
Et pour un demi, donc un demi ici, on trouve une valeur moyenne nulle. La moitié du temps à grand U, l'autre moitié du temps à moins grand U. Et bien en moyenne, ça veut dire que ça fait 0. Voilà. Donc on a testé 3 points. Sur ces 3 points, on trouve un résultat cohérent entre ce qu'on imagine visuellement et notre résultat avec l'expression. Alors ça ne veut pas dire que c'est bon, mais ça veut dire que bon, ça a l'air d'être bon quand même. Voilà. Mais voilà, c'est un élément de vérification. Si un de ces 3 points-là ne fonctionnait pas, ça veut dire que notre calcul était faux. Voilà, j'ai terminé sur la description générale des hacheurs. Donc il existe d'autres types de hacheurs, hein. Il existe des hacheurs dits de cadran. Il existe aussi un hacheur à mettre en opposition au hacheur série qu'on appelle le hacheur parallèle, qui lui va avoir tendance à avoir la possibilité d'augmenter la tension en sortie du montage. Ces hacheurs, vous pourrez peut-être éventuellement les rencontrer dans des sujets, mais ça reste quand même principalement, enfin ce que vous allez voir principalement, ça reste le hacheur 1 cadran et 4 cadrans. Il y a aussi un autre exemple très classique d'exercice avec un hacheur, c'est le hacheur 4 cadrans associé à une MCC. Donc cet exemple, je vais y consacrer une vidéo, rien que pour lui. C'est quelque chose qu'on peut rencontrer de manière récurrente dans les sujets. Il y a des particularités dans les calculs qui sont intéressantes, qui sont pas si évidentes, mais intéressantes. Donc je vais consacrer une vidéo entière donc, à ce hacheur 4 cadrans associé à une MCC. Ce sera ma prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été intéressante pour vous. Je vous dis à bientôt.